Depuis le 16 juin, les députés de la commission d'enquête consacrée à l'épidémie de Covid-19 auditionnent les acteurs de la crise sanitaire. Monde médical, mais aussi anciens ministres et anciens directeurs généraux de la santé. Tout l'été, LCP vous propose de revivre ces auditions. Aujourd'hui, celle de Jean-Yves Graal, directeur général de la santé de 2011 à 2013, sous Xavier Bertrand et Marisol Touraine donc. Quelle était alors la politique de l'État en matière de masques? Élément de réponse de ce DGS. Après l'audition de Jérôme Salomon, de Benoît Vallée, nous allons entendre M. Jean-Yves Graal, directeur général de la santé de 2011 à 2013. Monsieur le directeur, je vous remercie d'avoir répondu à notre sollicitation. Cette audition devra nous permettre aussi d'aborder des questions directement opérationnelles, puisque vous avez été à plusieurs reprises directeur d'une agence régionale de santé. Depuis novembre 2016, vous êtes à la tête de l'ARS d'Auvergne-Rhône-Alpes. Nous pourrons donc profiter de votre analyse de la gestion de la crise au niveau local, des relations que vous avez eues aussi avec les préfets, les élus locaux, ainsi que des difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre région et les moyens que vous nous préconisez pour y remédier. Avant de vous donner la parole, je vais vous demander de prêter serment. En effet, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Merci. Cette audition est donc publique, diffusée et consultable en vidéo et fera l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Monsieur, vous avez la parole pour un court propos liminaire qui précédera notre échange sous forme de questions-réponses. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, médecin et cardiologue de formation, j'ai exercé les fonctions de directeur général de la santé du 13 mai 2011 au 30 septembre 2013, date à laquelle j'ai pris les fonctions de directeur de l'Agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais. Et avant d'être directeur général de la santé, j'étais directeur général de l'Agence régionale de santé de Lorraine. En premier lieu, il me paraît important de resituer le contexte lors de ma prise de fonction, qui venait en succession de M. Didier Houssin. Et je me souviens d'un contexte général de défiance vis-à-vis de la prévention en matière de sécurité sanitaire à cette époque. Et en particulier, on parlait beaucoup des stocks stratégiques à l'époque, et tout ceci à la suite des dispositions qui avaient été prises lors de la grippe H1N1. Bien sûr, ce retour d'expérience sur la grippe H1N1 avait donné lieu à de nombreux rapports, des commissions d'enquête ou de rapports de la Cour des comptes, et l'ambiance générale sur le sujet était un petit peu, on en a fait beaucoup, voire on en a fait trop, et tout ceci coûte très cher. Voilà un peu l'ambiance que j'ai découvert en arrivant à cette époque-là. Ceci concernait bien sûr les vaccins, mais aussi les masques dans cette appréciation générale. 9 ans après, j'ai retrouvé les éléments de mon passage comme directeur général de la santé, et je vais les résumer de mon point de vue sous 2 points particuliers en matière de sécurité sanitaire. Tout d'abord, en premier lieu, un certain nombre de textes concernant la préparation et la réponse de l'État aux situations exceptionnelles en matière sanitaire. J'y ajoute dans ce premier point la participation à la constitution du plan pandémie grippale 2011 à cette époque-là. Et un deuxième point, une réflexion sur les stocks stratégiques d'État gérés par les Prusses, et en particulier les évolutions vis-à-vis des masques dans ce cadre-là, avec l'avis du HCSP qui est survenu en juillet 2011 et la doctrine SGDSN publiée en mai 2013. Donc voilà les éléments. Donc, je suis donc à votre disposition pour répondre à vos questions, bien évidemment. Merci beaucoup pour votre propos qui a été vraiment bref. Vous avez bien raison. Non, mais c'est bien. L'essentiel étant l'échange avec les parlementaires. Moi, j'aurais peut-être une question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'historique, justement,
de l'évolution de cette doctrine en matière de stock d'équipements destinés à assurer la protection des populations et des soignants, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, contredites parfois. Votre successeur nous en a parlé aussi, mais j'aimerais avoir votre vision et puis votre regard porté sur cette crise en tant que directeur d'ARS, c'est ça, ce que vous êtes redevenu. Eh bien, comment avez-vous apprécié évidemment tous les ordres qui vous arrivaient? Comment vous avez pu évaluer ça? Je vais essayer d'être concis. Non, parce que quand je suis arrivé, je vous ai donné le contexte, je ne vais pas y revenir, il y avait 560 millions de masques FFP2 dans les stocks stratégiques, il y avait 800 millions de masques chirurgicaux et quelque chose comme 100 millions de masques chirurgicaux pédiatriques, donc ce qui faisait à peu près 1,4 milliard de masques au total qui étaient dans les stocks stratégiques. À la suite du retour d'expérience de 2011, et dans le cadre de la programmation qui avait été donnée ou qui allait être donnée à l'EPRUS, le directeur général de la santé de l'époque, en avril 2010, sollicite de la part du Haut Conseil de la santé publique une expertise visant à déterminer à l'aune de ce qui s'était passé, en l'occurrence une difficulté d'utilisation des masques FFP2 pour des raisons techniques qui faisaient que l'observance n'était pas très bonne. Et le sujet qui se posait, dans le contexte que je viens de vous dire, de masque FFP2 qui venait à péremption, et toute la question sur la masse de masques dont je vous posais était la question, est-ce qu'on recommande une masse aussi importante? Et donc il demandait au HCSP de dire son avis, de poser un avis sur faut-il continuer à avoir des stocks stratégiques de masques? Si oui, lesquels? Quel dimensionnement pour tout ceci? Et pour quel type de population ou de personnes dans ce cadre-là? Et tout ceci faisait suite aussi, il faut le chaîner, cet avis, avec les dispositions du plan pandémie grippale de 2009 qui déterminaient un certain nombre d'indications, et notamment sur ces masques. En sachant que l'objectif général, et qui n'a pas varié de mon point de vue, du moins quand je suis parti, il était toujours là, c'était grosso modo 1 milliard de masques chirurgicaux. Et lorsque je pars en fin 2013, il y a, je crois, 624 millions de masques chirurgicaux, et j'en passe la commande avant de partir de 100 millions supplémentaires, ce qui aboutit à quelque chose comme 720 millions en fin 2014 dans ces eaux-là. Et le stock de masques FFP2, quand je pars, est de 380 millions de masques FFP2. Donc, ça veut dire qu'on a des éléments conséquents. Donc, je reviens sur cette demande de dire au HCSP ces éléments-là, afin de poser une doctrine derrière, suite à la grippe H1N1 et aux données du plan pandémie grippale. Cet avis revient en 2011, donc, et détermine plusieurs éléments. Il dit qu'il faut garder un stock de masques chirurgicaux, mais aussi FFP2. Par contre, il revient sur les doctrines d'utilisation des masques FFP2 en étant beaucoup plus restrictif, puisque auparavant, et notamment sur les données de la pandémie, du plan pandémie grippale, et ce qui s'était passé, c'était des masques FFP2 pour tous les soignants et pour toutes les personnes en lien avec le public, et c'était assez large, et c'était fondé, donc le stock était fondé sur tout ceci. Donc en 2011, le HCSP produit cet avis qui dit donc nous avons besoin de stock, nous avons besoin d'avoir une gestion plus dynamique de ce stock et si possible de faire un stock dit tournant, c'est-à-dire que ne pas attendre la péremption des masques pour les utiliser dans les établissements de santé, et donc de faire un tour pour augmenter la rotation peut-être pour ne pas les perdre et pas les détruire, c'est-à-dire les utiliser avant. Et aimer aussi, je ne sais plus si c'est là, mais aimer globalement, on y reviendra comme ça la notion aussi de faire attention
d'à-coups dans l'acquisition des masques, c'est-à-dire que d'arriver à péremption de tout un stock de 600 millions, par exemple, et qui oblige, on recommande, et plutôt de lisser les acquisitions pour obtenir une cible à 1 milliard, et donc de 100 millions par an à partir de 2013, puisque c'est là que ça a commencé, pour arriver à 1 milliard à terme, et qui permet toujours d'avoir un stock de masques, comment dire, de bonne qualité et aux normes en permanence. C'était ça les éléments. À partir de ce moment-là, se pose donc de facto quelle doctrine, parce que automatiquement le côté restreint de l'avis du HCSP rendait le nombre de FFP2 nécessaires dans un stock national beaucoup moindre de facto, puisque les indications étaient moindres. Et donc tout le sujet était de mettre ça en œuvre, et donc de voir quels étaient à ce moment-là le niveau de stock nécessaire. Se met en place un travail à ce moment-là d'une autre façon, c'est-à-dire que le SGDSN prend la main pour organiser du travail, pour aboutir à un avis sur la doctrine de protection des travailleurs à l'aune de cette nouvel avis qui change un peu la donne là également. Et le SGDSN sort un avis en mai 2013 dans lequel il indique deux choses. Il indique qu'il fait référence bien évidemment aux avis du Haut Conseil de la santé publique et détermine que par rapport à ce qui était avant, c'est-à-dire les populations de travailleurs face au public, et ça représentait toutes les administrations, un certain nombre de choses, n'a pas besoin de FFP2 mais du masque chirurgical, et émet un avis qui est totalement calé sur le droit du travail, sur le code du travail, qui indique que chaque employeur est responsable de la sécurité et de la santé de ses employés, et que donc, par essence, il lui revient de faire le nécessaire dans ce compte-là. Et le HDSN, à ce moment-là, transmet à l'ensemble des ministères la doctrine en leur disant au ministère, à vous d'adapter maintenant dans votre champ de compétences les principes cadres de cette doctrine telle que je viens de vous le donner. Donc voilà grosso modo. Et donc moi, après cet avis qui survient mai 2013, moi je pars fin septembre 2013. Dans ce temps-là, je lance un certain nombre de choses sur lesquelles on pourra revenir pour déterminer à ce moment-là comment on adapte ceci dans le secteur santé, dans le ministère de la Santé, sur ces éléments-là. Voilà sur ce premier point peut-être. Sur le deuxième, on verra, mais à votre disposition, bien sûr. Monsieur le rapporteur. Bien, merci, monsieur le directeur général. Madame la Présidente vous a posé la question essentielle sur cette stratégie qui a évolué en effet de façon très, très importante en 2011, en 2013. Une question qu'on a posée à vos successeurs, c'est la question du contrôle de ces stocks tactiques aussi. Et je la pose aussi au directeur de l'ARS que vous êtes, puisqu'il semble que la définition de ces stocks tactiques revienne aux ARS. Éventuellement, c'est une question. Est-ce que ça revient à l'ARS ou non, aux établissements hospitaliers, aux établissements locaux? Qui est en charge du contrôle de ces stocks, de leur définition, de leur évaluation? Actuellement, cela nous paraît un peu flou. On n'a pas jusqu'à ce stade trouvé des éléments très clairs et très précis sur la définition des besoins, sur leur évaluation donc, et leur contrôle, surtout. Et je voulais aussi vous demander sur en gros, on tourne toujours aussi sur les masques chirurgicaux, sur une évaluation autour d'1 milliard sur les besoins qui sont là. Sous votre direction générale,
est-ce que vous aviez procédé à une évaluation des stocks, hein? Je crois que vous évoquez aussi l'expertise sur la péremption de ces stocks. Est-ce qu'il y avait déjà eu une réflexion à ce niveau sur les stocks qui dataient du début des années 2005? Oui, je vais me permettre non pas de faire une digression, mais de donner des éléments très, très factuels et très importants, me semble-t-il, dans la discussion, qui, j'espère, permettront d'éclairer un peu le débat. Le sujet commence par une instruction aux agences régionales de santé en date du 2 novembre 2011, effectuée par le ministre de l'époque, Xavier Bertrand. Je pense que c'est de ça que vous avez entendu parler. Et cette instruction aux ARS faisait suite à la création des ARS un an avant et mettait en évidence, donnait un certain nombre d'instructions concernant les champs de la sécurité sanitaire en général et évoquait en gros 6 points. L'organisation des ARS en lien avec les préfets en cours de crise, donc c'est toutes les modalités de fonctionnement, les cellules de crise, etc. Les éléments demandant aux ARS, lorsque des textes seront pris, de relayer le travail de l'EPRUS vis-à-vis de la réserve sanitaire en région, demander d'harmoniser les différents volets sanitaires des différents plans au sein des régions ou des zones, d'ailleurs, c'était plus les zones. Et je vais y revenir. La formation des soignants aux gestes d'urgence et à l'aide médicale urgente par les établissements de référence et les plans de continuité de l'État. Et il y avait un 6e point, celui-là, tous sont importants, mais celui-là particulièrement dans notre discussion, c'est d'actualiser la gestion des moyens de réponse des établissements de santé aux situations exceptionnelles. Et c'est là qu'on arrive à la distinction entre des stocks stratégiques, les stocks stratégiques tels qu'ils sont listés et qui n'appellent pas les EPI, hein, je le dis tout de suite, qui est une liste dont les masques FFP2, dont les masques, donc c'est-à-dire le stock stratégique géré par les PRUS. Et à l'époque, on parle d'équipements tactiques qui deviendront des moyens tactiques après, qui est une liste fermée de dispositifs qui sont avec un lien avec des situations exceptionnelles de type NRBC, nucléaire, biologique, radiologique, pardon, et chimique, pardon, et chimique, et qui tient à des tenues spécifiques dans ce cadre-là, des unités de décontamination, des postes médicaux avancés, post-PSM, c'est des postes mobiles médicaux. Le 4e point, c'est, je crois, certaines antidotes. Et il y a un 5e ou 6e point là-dedans qui dit bien ce que sont les équipements tactiques. Ces équipements tactiques, après ça suit tout au long, ont vocation à être disposés dans les établissements de santé de référence et d'être disposés également dans les établissements de santé, siège de SAMU dans la région, en gros un par département. Et ces stocks tactiques, ce n'est pas des stocks tactiques, c'est des équipements tactiques, sont rémunérés très clairement par une mission d'intérêt général, un financement de mission d'intérêt général qui est versé via les ARS aux établissements qui en disposent. Et ces missions d'intérêt général sont dans la liste, je crois que c'est acquisition et renouvellement des équipements tactiques pour faire face à une situation exceptionnelle dans les établissements de santé. C'est ça, les équipements et moyens tactiques par rapport aux stocks stratégiques. Il n'y a pas dans les moyens tactiques de masques FFP2. C'est une liste fermée qui donne lieu à un financement spécifique par une mission d'intérêt général qui est répartie à du concurrence entre les différents établissements en fonction de l'équipement qu'ils ont. Et ce sujet-là, il est médié par un système d'information qui s'appelle SIGEST. Je n'ai plus SIGEST, mais ça a dû être décrit plus loin, qui est un dispositif qui est en
en interface entre les Prus, je crois, et les ARS pour suivre, etc., et les établissements, ces moyens tactiques, et pour adapter aussi les rémunérations des MIG en fonction des moyens disposés. Donc ça, c'est le point crucial. Et il n'y a pas de masque FFP2 de principe dans les moyens tactiques, dans les équipements tactiques, et ça c'est toujours comme ça. Et donc l'échange sur CIGES se fait sur la base de tout ceci. Voilà, ça c'est ce premier point. Monsieur le rapporteur, votre deuxième question, c'était... sur le contrôle par les ARS aujourd'hui. J'évoquais le contrôle de ces moyens tactiques. Vous nous indiquez qu'il n'y a pas les masques FFP2. Non. Donc sur ces masques FFP2, quelle est la définition? Qui les définit et qui contrôle leur évolution éventuelle? C'est laissé au libre. Il faudrait que vous éteigniez c'est laissé à la disposition totale des établissements de santé? Tout d'abord, il faut préciser que à la fois l'avis du HSP et à la fois la doctrine du SGDSN ne préjugent absolument pas de l'absence de stock quel qu'il soit. Le fait qu'il y ait une recommandation du HDSN au niveau cadre de l'ensemble des ministères, puisque le HDSN est rattaché au Premier ministre et donne donc une doctrine qui s'applique à tous les ministères, charge à chaque ministère d'organiser lui-même la traduction de la doctrine selon ces critères qui ne sont pas les mêmes dans le système de santé, dans le ministère du Travail, etc., etc. Et de ce point de vue-là, il n'y a jamais eu, à ma connaissance, de remise en cause sur le principe d'un stock de FFP2 stratégique, dans la mesure où on est toujours resté, et je pense qu'on peut d'une certaine mesure l'évacuer, c'est-à-dire on est toujours de montant, sur la ligne du milliard, avec un programme lissé avec les Prus de 100 millions par an jusqu'à atteindre le milliard, et puis après tout se fait en fonction des péremptions, avec les notions de lissage et de stock tournant, comme je vous ai... Ça, c'est les doctrines de gestion qui ont été mises en place. Sur les FFP2 eux-mêmes, le stock de FFP2 est resté, je crois, en tout cas quand je suis parti, il était encore à près de 380 millions, et il n'a pas été décidé, quand j'étais là, c'est poser la question de renouveler des FFP2 en 2012-2013. En 2011, il y a eu un abondement de 25 millions, je crois, de FFP2 qui faisait suite à une commande ancienne. Donc on a continué à récupérer des masques FFP2 à ce moment-là. Et il avait été décidé en 2011 qu'en 2012 et 2013, compte tenu du niveau des stocks qui était quasiment au stock cible à peu de choses près, et de la nouvelle doctrine qui allait arriver, qui allait faire baisser de facto la consommation et l'utilisation vers cet avis, il n'était pas question de remettre de l'achat de FFP2 avant 2014 ou 2015, mais tout simplement, c'est de la gestion. Sur la base de ce constat, s'est posé la question, suite au HDSN, de savoir, bon, très bien, on a une doctrine d'utilisation de par l'avis du HSP, et on a un élément qui détermine que chaque employeur, mais qui d'ailleurs, je crois, dans le HDSN, n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. C'est un principe qui existait dans le Code du travail depuis, je crois, 2008 ou 2009, et je crois que dans le plan pandémie, on en parlait déjà. Par contre, l'élément nouveau, c'était cette notion de FFP2 qui changeait de beaucoup la nature. C'est ça le sujet. Alors après, le sujet dès l'arrivée de tout ceci a été de déterminer justement, comme vous disiez, le stock nécessaire dans ce cadre-là. Faut-il un stock? De quel niveau? À quelle nature? Et donc j'ai, à l'époque, je pourrais vous faire passer les documents, sollicité l'ANSM
par exemple, pour demander quelles sont les capacités des établissements qui fabriquent des masques à réagir rapidement, puisqu'il y avait cette notion aussi de stock, à quel niveau on le met, mais le niveau du stock, il est dépendant aussi de la capacité à le régénérer vite ou pas, en fonction d'un certain nombre de critères. Bon, voilà. Et puis, je crois que j'avais aussi écrit à l'époque aux ARS, au mois de juin 2013, si je me souviens bien, pour leur indiquer, voilà, la doctrine vient de changer, des instructions complémentaires viendront pour vous avertir de comment se déclinera le sujet dans le secteur santé le moment venu. C'était une alerte et un avertissement comme quoi la doctrine du HDSN, on joignait le document. Et à ce moment-là, s'est posé la question et nous avons réfléchi. Et le sujet n'était pas tranché quand je suis parti, s'il fallait un stock et quel dimensionnement du stock de FFP2. Voilà, c'est ça. Sur le contrôle, il n'y a pas d'éléments et les ARS, à ma connaissance, mais pas à mon niveau en tous les cas, n'a pas reçu d'instruction pour regarder les stocks dans les établissements, qu'ils soient médico-sociaux ou qu'ils soient établissements de santé, puisqu'il appartient à chaque gestionnaire, bien sûr, d'assurer pour son cadre. Et donc, il n'y a pas de suivi, à ma connaissance, des ARS, des stocks dans les établissements ou ailleurs, en passant en plus par le fait que l'utilisation des masques notamment, il est très variable d'un établissement à l'autre, d'une structure à l'autre, et des préconisations ou des choses qui se font en routine dans les établissements, donc c'est très difficile de le déterminer. Donc le contrôle ou le suivi qu'il y a, il est sur, et c'est un deuxième pan que je me permets peut-être parce que c'est important, sur le circuit de distribution des stocks stratégiques. Donc on a des stocks stratégiques, vous expliquez ce qu'étaient les moyens tactiques, et les stocks stratégiques qui ont une liste de composants et qui sont répartis. Et il y a une circulaire interministérielle en juillet ou août 2013 que je co-signe avec le directeur de la sécurité civile, je crois, indiquant voilà, quel est le circuit de stockage et de distribution des produits des stocks stratégiques. Très important. Les stocks stratégiques se divisent en deux. Mais ça reste des stocks stratégiques d'État qui sont stockés au niveau national. Et il y a eu, je crois, juste après mon départ, on avait lancé le principe d'un stockage du côté de Vitry-le-François, pour qui était une opération de réunir l'ensemble des stocks nationaux en un seul, avec un objectif de rationalisation qui était tout à fait justifié, parce qu'il y en avait 15, je crois, sur l'ensemble du territoire, on en fait un. Et ce stock national est accompagné de stocks zonaux au niveau des zones de défense. Et dans chaque zone de défense, il y a un plan zonal de mobilisation entre le préfet de zone, qui est le préfet de région, actuellement en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est comme ça en tous les cas, et le directeur de l'ARS, pour organiser le déploiement de ce stock zonal, situé à la zone, vers les départements ou vers l'infrazonal, notamment pour les comprimés d'iode au niveau des communes, où il y a tout un plan départemental qui accompagne ce plan zonal. Et l'organisation, la mise en œuvre de ce dispositif, il est fait sous la commande du directeur de l'ARS et du préfet de zone, bien évidemment, du préfet de zone et du directeur de l'ARS. Et il y a un suivi 2 fois par an de la nature et du nombre des dispositifs de stock zonal au sein de la zone, qui se fait entre les Prus et l'ARS. Et nous avons un relevé 2 fois par an de la quantité ou de la nature de ce qui existe en plateforme zonale, qui ne bouge pas beaucoup. Et si je me souviens, en 2018, nous avions 1,9 million ou 1,8 million sous réserve de FFP2 qui était toujours en stock, mais c'était péremption, très sûrement, et 18 millions de masques chirurgicaux qui n'apparaissaient plus en 2019. Voilà, donc on suit ça comme ça. Mais par contre, nous n'avons pas de contrôle ad hoc
des stocks dans les établissements de santé ou dans les établissements médico-sociaux, et nous n'avons pas d'instruction à ce fait-là pour ce qui nous concerne. Vous pensez que c'est une faiblesse, une faille, enfin, dans les pistes d'amélioration qu'on sera à même de proposer? Je crois que... Je ne sais pas. Je pense qu'il faudra resserrer le dispositif pour être plus lisible, je pense, d'une certaine mesure. Je pense que c'est très difficile d'évaluer des stocks compte tenu de la diversité des interventions, des activités qu'ils sont et des pratiques qu'ils ont. Moi, j'ai des établissements qui utilisent le masque larga manu et d'autres beaucoup moins. Bon, c'est une affaire de pratique interne, mais c'est très difficile à quantifier et à varier. Voilà. Merci. Donc, je vais passer la parole à mes collègues. Damien Abad. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur. Merci pour ces éléments d'information. Je pense que le sujet effectivement central sur la question des masques, et notamment sur la période entre 2011 et 2013, c'est de bien comprendre est-ce qu'il y a eu changement de doctrine ou pas. Donc, je crois que c'est clair ce que vous nous avez expliqué sur le fait effectivement qu'on n'a pas de changement de doctrine. Vous confirmez bien, ni dans le cadre de l'instruction, ni dans le cadre ensuite éventuellement de la circulaire qu'il y a eu aussi en novembre 2011. Je pense qu'il faut que... parce qu'on essaye de comprendre comment il y a eu une évolution sur les stocks de masques, à la fois les stocks dits stratégiques et les stocks tactiques, et vous avez bien précisé aussi ce qu'on appelait les moyens tactiques, puisque, et je crois que c'est un point également important. Moi, je voudrais savoir finalement peut-être deux remarques ou deux questions. D'abord, nous dire clairement, vous avez donné la liste, quels ont été les suivis, les commandes et tout ce que vous avez fait pendant cette période entre 2011 et 2013 pour justement maintenir ces stocks à flot et également donc les FFP2 comme vous l'avez évoqué. Je crois que c'est un point important. Est-ce que du coup vous avez le sentiment que les Prus étaient utiles et en tout cas que son évolution par la suite peut handicaper le processus d'achat de masques ou pas. Et un deuxième point, peut-être davantage sur le regard actuel, notamment sur la question des tests, puisque c'est une question également qui est centrale et que nous nous posons, et de voir comment sur le terrain et en pratique, cette question-là a pu être abordée par vous notamment. Je vais être un peu brutale et je vous prie de m'excuser parce que par ailleurs on me dit que vous êtes un acteur dans le domaine de la santé très efficace. Pardonnez-moi, mais moi je considère que, enfin je mets en parallèle l'activité des services de l'État à celui d'une société privée. Et quand je regarde de l'intérêt d'une société privée, de la gestion des stocks, qu'il soit la gestion des stocks de matières premières comme des produits finis. Pour un gestionnaire de stock, totalement basé sur le diagramme de Gantt, first in, first out, qu'il s'agisse des stocks stratégiques comme des stocks tactiques, pour moi, on ne peut pas jeter 600 millions de masques, on ne peut pas détruire 600 millions de masques. Dans une société privée, un directeur de logistique, de la gestion des stocks, il est viré le lendemain. Le problème, si vous voulez, monsieur le directeur, c'est que la sanction de, je vais être très dur, un peu brutal, pardonnez-moi, de l'incompétence quant à la gestion des stocks, la sanction, elle est politique. Et ce sont les politiques. C'est le président de la République au moment d'une élection présidentielle, ce sont des députés, des sénateurs qui en subissent les conséquences. Et je trouve que la sanction est lourde pour des politiques qui finalement sont assez dociles par rapport à une erreur comme celle qui a été commise au moment de la gestion des stocks. Il y a eu un vrai sujet à ce moment-là, et moi je voudrais que vous m'indiquiez très sincèrement comment est-ce qu'on peut laisser passer la destruction de 600 millions de masques dans une conjoncture économique comme celle que la France aujourd'hui a à vivre, et du coup comme celle que la France aura à subir. Parce que la réalité, c'est que le confinement, enfin c'est mon avis personnel, nous avons été confinés trop longtemps parce que nous avons manqué de masques,
En conséquence, le nombre de victimes le plus important ne seront pas des victimes sanitaires et des victimes du Covid, de la Covid-19. Les plus importantes victimes seront économiques. Merci. Comment peut-on avoir, et là, je sais que vous êtes président des ARS de France, mais essayez de vous dégager un peu de cette mission, à l'image d'un préfet de la DEMAT, vous savez, qui gère l'ensemble du corps préfectoral. Qu'est-ce qui ne marche pas dans les ARS pour qu'on ait des réponses qui soient aussi différentes qu'on a pu avoir sur le terrain? Deuxièmement, la logistique. Pardonnez-moi, n'importe quelle pharmacie d'officine, il y a une gestion des stocks et on sait parfaitement que tel médicament est périmé à telle heure et quand il reste 3 boîtes, la commande est automatique. Comment en France, en 2020, on n'arrive pas à faire ça? Expliquez-moi. Et d'ailleurs, vous le savez mieux que moi, c'est que dans les différents établissements, chacun avait sa réserve secrète, ne disait rien, se débrouillait, et ça a été le système D partout. Ce n'est pas un reproche que je vous fais en direct, mais on doit sortir plus fort de tout ça. La troisième chose, est-ce que oui ou non vous avez écrit au ministre lorsque vous étiez en charge, ou lorsque vous l'avez fait peut-être en tant que directeur général d'ARS de Rhône-Alpes-Auvergne, pour dire il y a des choses qui ne vont pas si jamais il y a une pandémie? Est-ce que vous avez été lanceur d'alerte? Et je sais que vous avez fait des publications très intéressantes en matière des prévisions, de stratégies, de plans blancs. J'ai lu vos publications. Et donc, vraiment, ça m'intéresserait de savoir. Et ma toute dernière question, monsieur le directeur, votre doctrine à vous, parce que j'ai bien écouté ce matin le professeur Fontanet, qui a été, je crois, très clair, je parle devant mes collègues, le masque nous protège. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il faudra continuer d'en porter pendant longtemps, comme le font les pays asiatiques, si on veut mieux se protéger tant qu'on n'a pas la maîtrise de ce virus ou d'autres à venir? Merci. Merci. Je vais vous donner la parole et on passera aux questions suivantes. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le député, juste un point général qui rejoindra ce que dit Mme Fanconi. Il faut bien être clair, il n'y a pas de stock tactique de masques. Il y a des stocks stratégiques et il y a des masques dans les établissements, mais qui n'appartiennent pas au stock tactique dont je parlais tout à l'heure. C'est important. Donc on n'a pas la main sur des stocks tactiques en tant que tels sur le territoire. Les stocks qui existent, ils sont sur la plateforme zonale, ils doivent y être, et c'est là que le plan zonal de mobilisation permet de les mobiliser en tant que besoin, c'est un point. Sur les FFP2, sur les cas, durant mon passage de 2011 à 2013, j'ai posé, je crois, un acte de recommande de 100 millions de masques chirurgicaux, toujours dans cette idée de remonter au milliard tranquillement, dans cette optique, et Jean-Marie Fanconi, de lissage des acquisitions pour ne pas se retrouver en permanence du jour au lendemain en rupture, et de stock tournant pour les utiliser. Et je n'ai pas commandé de masques FFP2 durant ma période, tout simplement parce que nous étions près de la cible et que la doctrine ou les conditions d'utilisation venaient de changer, et automatiquement vis-à-vis de ce qui s'était passé dans le plan pandémie grippale d'avant qui confiait des masques FFP2 à tout le monde, à beaucoup plus de gens, l'apport restrictif du HCSP faisait que nous étions presque à la cible, à 580 ou 600 millions à ce moment-là, et que ça ne justifiait pas, compte tenu des durées de péremption, qu'on en rachète d'autres dans l'immédiat. Et donc, quand je suis parti, il y avait 380 millions et 620 millions de masques, plus 100 millions qui allaient arriver, etc., etc. Sur les Prusses, j'ai pas d'avis particulier. Je pense que c'est un instrument, excusez-moi du terme, extrêmement utile sur les trois vocations qui sont les leurs: gérer les stocks stratégiques, l'établissement pharmaceutique, la réserve sanitaire et l'épidémie. Et oui, c'était ces choses-là au départ, qui sont enrichies en passant en Santé publique France. L'essentiel n'est pas, de mon point de vue, l'étiquette ou la structure, c'est les fonctions qui y sont affectées. Et donc les fonctions de l'EPRUS ont été, ou doivent être, et ont été effectuées dans le cas de Santé publique France. Mais dire que ce soit l'EPRUS ou Santé publique France, l'essentiel, c'est que les fonctions soient effectuées, peu importe de mon côté. Sur les tests
Sur les tests, nous avons eu une augmentation progressive. Quand j'ai commencé à m'occuper du Covid-19, c'était le 7 février avec le cluster des contamines, où on est parti dedans, et je crois qu'on n'a pas trop mal géré cette affaire-là. Le seul établissement en février qui effectuait des tests dans notre région, c'était le Centre national de référence de Lyon, de M. Lina. Et petit à petit, au fur et à mesure de l'épidémie, on est monté à, je crois, 6 centres par diffusion de la technique avec des gros établissements. Et dans un second temps, ça a été donné aux laboratoires médicaux, puis aux laboratoires départementaux, aux laboratoires vétérinaires, si bien qu'on est passé à l'heure actuelle de 1 en début février à, je crois, 45 ou 48 sites sur l'ensemble du territoire qui concourent au diagnostic, et près de 317, quelque chose comme ça, sites de prélèvement sur l'ensemble du territoire. Un des sujets au départ, c'était effectivement cette montée en puissance, et puis bien sûr la possibilité des sites de réaliser de plus en plus de tests, et c'est pour ça qu'on a aussi été plus loin, puisque au début il y avait le CNR de Lyon, et puis après ça s'est diffusé. Et une politique très suivie, en tout cas pour ce que je connais en Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été d'avoir un suivi de contact tracing extrêmement rigoureux. Et je me souviens très bien qu'on avait les résultats de façon en routine des tests PCR, bien évidemment, et que le 5 mars, je m'en souviendrai toujours, nous avions 61 ou 62 cas suivis. Je les connaissais à mon niveau, je savais ce qui c'était. Et puis il y a eu la dissémination du cluster de Mulhouse sur l'ensemble du territoire, qui a fait qu'on a quintuplé le nombre de cas en une semaine, avec ce qui a été 3 ou 4 départements, dont le vôtre, Monsieur Abad, pour passer aux 12 départements de la région au 13 mars. Donc c'était l'explosion. À ce moment-là, on s'est retrouvé un petit peu... Enfin voilà, donc c'est ce qui s'est passé, avec une incrémentation dans la possibilité de tests diagnostiques. Donc c'est monté progressivement en puissance, et nous n'avons pas eu de problème, à ma connaissance, comme ça, sur le fait de tester les suspicions ou les malades. Sur la notion de gestion des stocks et d'organisation, je voudrais quand même faire préciser quelque chose. C'est que nous fonctionnons avec des textes et des règles, issus d'ailleurs des lois diverses, qui organisent dans le pays l'organisation de l'État. Les stocks et la gestion des stocks n'étaient pas du fait et ne sont pas du fait des agences régionales de santé. Elles sont clairement à l'EPRUS, qui a des pharmaciens qui déterminent et suivent leur stock, comme ça, en qualité, etc. Et moi, je n'ai jamais été alerté, si je m'en souviens, en 2011-2013, sur un problème de qualité intrinsèque des stocks. Mais je considère qu'à ce niveau-là, c'est du travail quand même de ceux qui sont chargés de les gérer, de faire en sorte qu'on ait toujours des stocks utilisables et dans le truc. Et voilà. Sur le fait que l'organisation de l'État, vous trouvez que après, c'est une affaire... Il y a deux choses là-dedans. C'est la doctrine, qu'est-ce qu'on fait des masques, et manifestement, semble-t-il, on n'a pas recommandé d'autres masques à partir de ces éléments-là. Et deuxièmement, l'organisation qui fait en sorte qu'on en dispose, qu'on les libère et qu'on les organise. À ce point de vue-là, il me semble important de vous revenir sur la circulaire que j'avais co-signée, donc j'en profite, qui stipule bien que l'envoi des produits de santé, dont les masques, à partir des stocks stratégiques, se fait sur un centre, sur un mode opératoire très simple, c'est-à-dire que ça part du stock central et ça va dans les plateformes zonales, je crois qu'il y en avait 7 ou 9, et à partir de là, du stock zonal, c'est redistribué par les grossistes répartiteurs d'un côté ou par les logisticiens vers les établissements de santé. Il y a deux voies.
Et ceci se fait au niveau de plateformes logistiques avec des contrats, je crois, qui étaient passés ou qui sont passés entre les Prus et Santé publique France avec les logisticiens, les grossistes répartiteurs. C'est ça la doctrine, et à ma connaissance, elle n'a pas varié depuis. Sur le suivi des masques, ma foi, elle se fait au niveau du stock national dans le cadre précis. Sur les agences régionales de santé, je me permettrai, n'étant qu'un modeste exécutant dans ce cadre-là, de vous suggérer peut-être lors d'une audition d'entendre les directeurs d'ARS esqualité, j'allais dire, sur l'action de l'ARS dans la crise. Je ne vais pas me défausser, mais je vais vous dire des choses. Je pense que sur les masques en particulier, les agences régionales de santé ont, j'ai déjà employé ce terme et je vais me permettre de l'employer, ont colmaté des brèches un peu partout, et certains le savent bien, c'est-à-dire que nous avions à notre disposition un stock tampon que nous avions nous-mêmes constitué en lien avec la préfecture, avec des dons ou des masques FFP2 qui étaient récupérés dans les administrations et tout ça. Et nous n'avions pas, à notre niveau, vu sur les approvisionnements qui venaient de Paris, puisqu'ils ne passaient pas par la plateforme zonale. Et de ce fait-là, nous avons couru en permanence, et le directeur général lui-même, sur les informations, pour pouvoir appeler par tout le monde, l'ARS, on appelait l'ARS, et c'est très bien, pour essayer de savoir où étaient les masques, où étaient les manques. Et nous avons, avec mes collègues, et je peux en témoigner avec mes équipes qui ont été admirables depuis le 7 février, je peux vous assurer, pour essayer de colmater sous les lazzi ou sous les reproches permanents. Et les ARS ont vraiment, en permanence, essayé d'aller dans l'EHPAD, dans l'établissement, vers des médecins libéraux, pour essayer de leur donner des masques qu'on nous disait qui n'arrivaient pas parfois parce que les masques de Charente-Maritime arrivaient dans la Loire et les masques du Rhône arrivaient en Maine-et-Loire. Et parfois avec beaucoup de coulage sur le circuit, avec beaucoup de gens qui portent des FFP2 dans la rue, beaucoup de masques chirurgicaux de ci, de là, et les pharmaciens nous disaient souvent qu'ils avaient du mal à voir le rapprochement entre le nombre de masques initialement partis et ceux qui arrivaient, parce qu'il n'y avait pas de rapprochement, et qu'il n'était pas rare qu'il y ait des cartons déchirés. Donc ça, c'est un premier point sur les ARS et les masques. Sur les ARS et les données épidémiologiques, nous avons en région un double système. Nous avons le système des épidémiologistes, c'est-à-dire Santé publique France, c'est-à-dire les CIR, qui ne sont pas sous l'autorité du directeur général de l'ARS. Et par contre, c'est le directeur de l'ARS avec le préfet qui se retrouve face aux élus, qui se retrouve face aux médias, à la population, aux professionnels, sur la base de chiffres qui ne sont pas les leurs. Donc les chiffres qui remontent à la fois de l'hôpital, c'est-à-dire par le système civique, et les chiffres qui remontent des EHPAD ne sont pas les chiffres des ARS. Elles sont faites par des systèmes, vous à nous, pour ce qui concerne les EHPAD, et civiques pour ce qui concerne les établissements de santé. Et je rajouterai, vous me demandez ce que je pense qu'il faudrait faire, un des éléments. Nous ne sommes incapables d'obtenir à l'heure actuelle le nombre de décès qui se passent dans ce pays au jour le jour. Pourquoi ? Tout simplement parce que le dispositif de déclaration passe encore par les papiers bleus, et passe par les mairies. Et il faudrait sûrement réfléchir à avoir quelque chose d'instantané et d'obligatoire et non pas facultatif comme actuellement, pour avoir un système d'information qui nous donne des choses basiques tous les jours. Voilà deux exemples. Sûrement que si vous nous faites l'amabilité de nous reconvoquer, on pourra peut-être explorer le sujet sur toutes les facettes de l'ARS, mais
Merci. On a encore des questions à vous poser. Donc, Monsieur Vigier, excusez-moi, Monsieur Vigier. Sur les ARS, je crois que j'ai fait le point. Vous m'aviez interrogé sur le... excusez-moi, j'ai mal écrit. Sur est-ce que vous avez fait des préconisations? Oui. Vous avez été directeur général de la santé. Oui. Et directeur général de l'ARS. Là, vous n'êtes pas justement de l'absence de coordination. Vous avez fait des préconisations, pardon. Vous avez fait des préconisations. que chacun se le dise. Quand vous avez fini de parler, vous appuyez sur vos boutons. Voilà, donc je vais reprendre, Madame la Présidente. Est-ce que vous avez pris votre plume pour faire des préconisations aux ministres successifs sur l'insuffisante préparation du pays face à des pandémies qui pouvaient arriver, parce que vous aviez coché, comme je l'ai dit au début de mon propos, toutes les cases? Non, non, absolument pas. Par contre, ce que j'ai fait, moi, dans mon agence, c'est organiser un retour d'expérience, non pas 3 mois après, mais au fil de l'eau, puisque j'ai eu la chance de pouvoir disposer d'un inspecteur IGAS qui a accepté de mettre dès le départ le suivi au jour le jour pour faire un retexte vivant et non pas un retexte, j'allais dire, statique après. Et donc, à l'occasion, je le ferai remonter, mais je n'ai pas fait de préconisation moi-même à mon niveau. Au fur et à mesure des auditions, je m'interroge sur le nombre de masques utilisables que nous avions à l'instant T. Je veux dire par là que vous nous dites tout à l'heure, je suis arrivé en 2011, il y avait 1,4 milliard à peu près de masques, dont je crois 850 millions à peu près de chirurgicaux. Oui, mais votre prédécesseur à cette table et votre successeur à la DGS nous disait il y a eu mise en place d'une date de péremption à partir de 2010 sur les masques. S'agissant de dispositifs médicaux, peut-on donc considérer que les masques avant 2010 étaient encore des masques utilisables après 2010 ? Merci Madame la Présidente. Oui, je reviens également sur les masques, parce que si on réfléchit quand même à cette histoire, mettons qu'il y ait 600 millions de plus valables, ça fait un coût unitaire normal, je ne sais pas, 5 centimes, donc on se retrouve à 30 millions de valeurs, mais par contre, qu'on doit les racheter dans le cadre de l'urgence avec un coût de la matière première qui a largement augmenté, ça fait plutôt 50 centimes, donc ça fait 250 millions, donc en fait, c'est même pas que le chef logisticien il est viré, c'est que toute l'entreprise, elle s'est effondrée. C'est beaucoup plus grave que ça, si on le prend comme ça. Mais en fait, est-ce que le problème, c'est pas juste que, vous savez, sur les dispositifs médicaux, il y a des sociétés fabricantes et distributrices qui sont certifiées, les autres S485, pour vendre du matériel médical, et il y a de la matériaux-vigilance, il y a des tests, il y a tout un tas de choses, en fait, qui ne se font pas, par contre, au niveau de l'État. Est-ce que c'est le point faible, c'est pas juste là, sur toutes ces questions de suivi des stocks, matériaux-vigilance, finalement, où ça a pêché, et la question, elle s'étend pour les FFP2. Je suis d'accord avec mon collègue Julien, c'est qu'on a finalement pas besoin, souvent en pratique médicale normale, de FFP2. Est-ce que vous pensez que le problème ne viendrait pas aussi du fait que, comme parfois ce n'est pas le même fournisseur, puisque ce ne sont pas des dispositifs médicaux, ce sont des équipements de protection individuelle, et donc le fait qu'une autre norme soit appliquée et que le coût unitaire soit aussi plus important, est-ce que vous ne pensez pas que simplement c'est la raison pour laquelle ça n'a jamais été considéré comme capital dans un stock stratégique ? Si on comprend bien, là, après l'ensemble de nos auditions, le péché originel là, de la protection en termes de masques en début de crise, c'est l'absence de stock. Puisque on vous rappelait vos objectifs qui ont toujours été tenus d'1 milliard de masques. Il y a non pas des masques qui me semblent être en mauvais état, mais une norme qui tombe. Peut-être que vous avez des informations sur le sujet, même si vous n'étiez plus à la direction. C'est ce qui nous indiquait une norme qui tombe en 2014 sur des nécessités, des impératifs de non-contamination de masques, liés d'ailleurs à des nouvelles règles pour les producteurs eux-mêmes. Donc cette norme tombe, on découvre 600 millions de masques qui sont plus utilisables, on les détruit et on reconstitue pas le stock.
Bon. Alors ensuite, je comprends bien que les hôpitaux gèrent eux-mêmes leur stock, et d'ailleurs il n'y a jamais eu de problème avec les hôpitaux, donc c'est qu'ils géraient normalement leur stock, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est les stocks centraux. Alors par contre, j'arrive quand même pas à comprendre, vous me dites 2 fois par an, on va vérifier le droit de tirage de chaque ARS, peut-être parce que dans le stock central, on vérifie qu'on a bien cette affectation. Bon, mais si c'est le cas, on n'aurait pas dû être confronté au problème qu'on a actuellement. Donc, est-ce que vous avez des stocks préaffectés par région? Est-ce que vous les visualisez? Et pourquoi ça se passe comme ça, quoi? Pour ce qui concerne les ARS, monsieur le directeur, moi je considère que ça aurait pu être un outil extrêmement intéressant pour les territoires, pour finalement la gestion de la santé, la gestion territoriale de la santé. Sauf qu'aujourd'hui, comme d'habitude en France d'ailleurs, nous sommes au milieu du gué, que les ARS sont finalement des préfets bis sans autonomie, sans pouvoir, et que c'est toute la problématique des ARS sur nos territoires, et qu'elles ne disposent pas, par exemple, suffisamment de pouvoir financier pour pouvoir être très engagées sur chacun des territoires de la façon la plus pertinente possible, sachant que des Hauts-de-France à la Corse ou de la Bretagne à l'Est, les choses ne sont pas... Enfin, la santé ne doit pas être appréhendée de la même façon. Et je pense qu'il serait intéressant de laisser à l'État toute son action régalienne et budgétaire, et que par ailleurs, les ARS pourraient avoir cette liberté et cette déconcentration, cette décentralisation réelle qui serait bien plus efficace. Ça, c'est le premier sujet. Et j'enlève le micro parce que je ne veux pas que la deuxième partie de ma prise de parole soit au procès. Non. On est en commission d'enquête, Madame Oconi. Dans ce cas-là, il ne faut pas la poser, si vous ne voulez pas. Désolée, mais non. Alors, Monsieur Abad. Est-ce que vous pouvez nous dire plus, au moment entre 2011 et 2013, quelle était la doctrine sur le port du masque? On sait que c'est quelque chose qui a fait débat, qui fait débat encore aujourd'hui, avec certains qui considéraient que le port du masque n'est pas forcément utile et nécessaire en toutes circonstances. On a tout à l'heure auditionné le professeur Delfrécy qui nous a expliqué que, compte tenu de la forte prégnance du virus, notamment dans les milieux confinés, le port du masque est utile. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a une doctrine qui est claire sur la question du port du masque, sachant que il y a bien sûr une différence de culture entre notre pays et d'autres pays. Et puis, monsieur le directeur, même si je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur le fonctionnement des ARS dans d'autres circonstances et peut-être dans d'autres auditions, je ne résiste pas à vous poser juste une question. Il y a eu un match Olympique Lyonnais Juventus de Turin juste avant la contamination au Covid. Est-ce que vous avez constaté dans les hôpitaux de Lyon ou autour un surcroît de cas et de contamination et d'arrivées dans les hôpitaux? Je vais vous repasser la parole, puis je vais vous poser une question totalement naïve, mais que je pense que des gens ont le droit de se poser. Est-ce que vous pensez que quand il s'est avéré sur les territoires que nous manquions de matériel, et nous l'avons tous constaté à un moment, mais avec cette profusion de messages incohérents, et vous l'avez rappelé en disant les masques ceci, les masques cela, sauf que les masques tout public n'étaient pas les mêmes que ceux dont on avait besoin dans les établissements. Donc il y a eu une confusion très médiatisée, si j'ose dire, et amplifiée parce qu'on n'avait que ça à regarder et qu'on était confinés. J'irais jusqu'à dire, est-ce que vous pensez que la profusion de commandes qu'il y a pu avoir par des tas de donneurs d'ordre à ce moment-là a pu aussi continuer de contrarier finalement la répartition du matériel dont avaient besoin les établissements et les ARS? Je vais répondre à toutes les questions, bien sûr. Excusez-moi, je vais les prendre un petit peu. D'abord, sur la doctrine sur les masques, la doctrine était représentée par l'avis du HCSP. Cet avis stipulait bien, et ça n'a jamais été remis en cause parmi tous les avis qui ont eu lieu jusqu'à présent, un certain nombre de types de masques en fonction des populations.
Et dans cet avis, il était stipulé donc les FFP2 pour les soignants particulièrement exposés, en particulier ceux qui faisaient des investigations invasives. Et aussi, il était mentionné dans les productions animales, où tout ça, ça figurait dedans. Et il parlait du masque chirurgical pour les personnels en lien avec le public, sur les soignants en général, etc. etc. Et il indiquait le port du masque recommandé en période épidémique dans les transports en commun pour la population et dans les lieux recevant du public, à retirer après, bien évidemment, mais c'est texto dans l'avis du HCSP. Et la doctrine, à l'époque, ne s'était pas, à vrai dire, posée spécifiquement, parce que moi, j'étais un DGS, j'allais dire... J'ai eu quelques crises à gérer, mais plutôt de temps de paix, j'allais dire, dans ce cadre-là. Et la question ne s'est pas vraiment posée, mais la doctrine était plutôt que le masque est un élément important contre les transmissions virales, que le masque, je me permets de le dire, est un élément extrêmement important, mais pas le seul des mesures barrières, et que ça suppose de bien le mettre, de bien le suivre, et aussi d'avoir des mesures barrières autour dont on ne soulignera jamais assez l'importance, se laver les mains, etc., etc. Je pense que cette crise, parmi les choses, je l'espère, qui resteront, c'est l'appropriation par la population de ces gestes barrières qui ne s'attachent pas qu'au Covid-19, qui s'attachent aussi aux épidémies de grippe qu'on a régulièrement, etc., etc. Non, le match OL-Juventus n'a pas eu de conséquences sur des cas que nous aurions pu détecter à la suite. Et à l'époque, Turin ne faisait pas partie des zones atteintes par le coronavirus lors du match, et ce qui avait donné lieu à des débats, il a été maintenu et il n'y a pas eu de conséquences d'hospitalisation ou de déclaration de cas à la suite qui aurait fait un bond. Sur le suivi de la qualité des masques, le suivi de la qualité intrinsèque des masques et donc de leur caractère efficient, puisque effectivement, il ne faut pas que ce soit des masques fictifs et le jour où on en a besoin, on découvre qu'ils ne servent pas. C'est le travail et la mission de l'établissement pharmaceutique qu'est les Prus, qui a des pharmaciens et qui sont chargés de les faire vérifier. Et à mon niveau, je n'ai jamais eu d'alerte sur ces vérifications pendant que j'étais directeur général de la santé, comme quoi il y avait un problème. En tout cas, ça ne m'est jamais remonté et j'en aurais entendu parler, si c'était le cas, sur le fait qu'il soit utilisable. Je n'ai pas, à mon niveau, à l'époque, fait de demande spécifique sur le sujet, sûrement en partie puisque les acquisitions étaient relativement récentes de 2006, de 2009 à 2011 à peu près. Mais je considère que c'est de la mission de l'établissement pharmaceutique d'assurer la gestion et la maintenance de tout ceci, mais je n'ai pas sollicité plus que ça, je n'ai pas été interpellé sur le sujet. Sur la médecine de ville et les professionnels de santé, il y a les médecins, mais il y a aussi... nous avions tous les 2 points. Hein. Nous avions d'abord dans la gestion... à mon niveau, tous les mercredis, entre 13h30 et 14h30 pendant la crise, un lien hebdomadaire avec l'ensemble des professionnels libéraux au niveau des ordres, au niveau des URPS. On faisait un point séquencé de 1 heure, de façon à voir les difficultés qui se posaient. Et nous avons, de par le stock tampon que nous avions réussi à constituer en lien avec la préfecture, dans ce que je vous disais, affecté au Conseil de l'ordre des différents départements un certain nombre de masques de façon régulière pour essayer de soulager. Le deuxième point d'approvisionnement des professionnels libéraux, c'est les pharmacies. Et les pharmacies qui sont livrées par les grossistes répartiteurs ou par Géodis dans le cas précis. Voilà. C'était... voilà. Je suis désolé, pardon, on ne s'est pas compris, c'était pas ça. Enfin, c'était important que vous le précisiez. Ma question, c'est plutôt, depuis la nouvelle doctrine, en ville, comment a-t-on
géré finalement? A-t-on pris en considération que éventuellement on pouvait accompagner les professionnels de santé en ville en leur disant peut-être pourriez-vous avoir un stock ou quelque chose? Pas du tout pendant la crise là, pardon. J'ai dit c'était important d'en parler aussi effectivement, mais bon, j'ai pas eu de réponse d'ailleurs sur qui a signé les contrats cadres à SPF. À l'époque, je ne me souviens pas qu'il y avait eu un élément particulier. Simplement, la doctrine, comme vous l'avez dit, était que de facto, le FFP2 avec une utilisation beaucoup plus restrictive et essentiellement les personnels à risque soignants qui font des explorations, y compris les prélèvements, hein, quand même. Hein. Voilà. Sur l'absence de stock, Monsieur Pancher, je crois qu'il y a eu une rupture au moment où, je crois que Jérôme Salomon en avait parlé, d'une revue de doctrine, je crois que c'est en 2018, sur le fait d'avoir une gestion plus dynamique des stocks en partant d'un stock, je crois, de 100 millions qui devait s'organiser de ce côté-là. Le déstockage, la destruction viennent du niveau national au niveau de Santé publique France en l'occurrence, qui détermine la péremption, qui détermine l'inutilisation des masques et qui en tire les conséquences et tout ce. C'est par contre la Direction générale de la santé qui donne ordre sur la base ou acceptation de destruction ou qui donne indication de commandes, et ça a toujours été comme ça, c'est toujours comme ça, de ce côté-là. Sur les fichiers, tout ceci appelle sûrement, c'est un des éléments qu'il faudra regarder à la suite aussi, c'est la mise à jour de l'ensemble des fichiers partout, à la fois des professionnels, à la fois aussi des pharmacies, parce que j'ai le souvenir d'une pharmacie qu'on essayait de réapprovisionner tant bien que mal, et qui n'était pas listé au niveau national, donc qui ne risquait pas de recevoir des masques. Enfin bon, c'est des petites histoires, mais qui justifient que ce sera sûrement un des éléments de revoir les choses. Sur les ARS et les territoires, ça toutes sont des bonnes questions, celles-là aussi. Les agences régionales de santé sont des agences qui ont vocation à déployer sur l'ensemble du territoire dont elles ont la charge la politique nationale en l'adaptant bien sûr aux réalités locales dans la notion de cadre qui est le nôtre. Et nous avons des directeurs territoriaux départementaux qui sont en lien direct avec le directeur général de l'ARS et qui organisent les éléments de la doctrine et de la politique de santé sur leur territoire, en lien avec les préfets, en lien avec les élus. Et tout l'enjeu pour nous, c'est d'avoir des personnes de qualité. Moi, j'ai la grande chance en Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir réussi à avoir une équipe de DT qui ont été renforcées par des dispositions prises par le ministère très récemment, par le ministre, qui a donné un statut ou des rémunérations ou un cadre d'emploi spécifique pour ces directeurs territoriaux, de façon à ce qu'ils soient, j'allais dire, armés et qu'ils aient qu'on puisse recruter des gens extrêmement adaptés à ça pour aller... Pendant la crise, en Auvergne-Rhône-Alpes, tous les matins, à 8h30, j'avais une réunion avec le préfet de région et ses équipes et le recteur. Tous les matins, à 8h30, on a fait ça. Et dans chaque département, tous les matins, alors je peux vous dire pas l'heure, mais chaque DT avait consigne de voir avec son préfet de département pour un point tous les matins. Ça prenait le temps que ça prenait, mais ça permettait vraiment d'avoir cette approche très intégrée. Et je crois pouvoir dire que de ce côté-là, ça a été une vraie réussite, cette interministérialité. Il n'y avait pas d'histoire. Le préfet, c'était clairement sous l'autorité ou la coordination très forte des préfets que se faisait l'action de l'État au sens large, dont les ARS sur le secteur santé. Après, un des éléments peut-être, pour revenir, je reste sur les ARS de ce que dit M. Borowczyk, est-ce que nous avions les moyens ?
Est-ce que les agences ont les moyens? Est-ce qu'elles ont du pouvoir, entre guillemets, ou est-ce qu'elles ont... Oui, elles ont beaucoup de pouvoir, elles ont beaucoup de possibilités d'action. Je pense qu'il faut revoir un certain nombre de choses, et je vais le dire, j'en profite, c'est pas moins d'ARS qu'il faut, c'est plus d'ARS. Plus d'ARS. Et je crois dans un contexte tout à fait adapté avec l'ensemble des préfets, et moi dans ma région... Peut-être certains vous diront l'inverse, mais de mon côté, ça s'est très bien passé. Et il n'y avait pas une feuille de papier entre nous sur la conduite des opérations. Et avec les élus, certains ici peuvent en témoigner sûrement, nous essayons d'avoir un lien absolument régulier, que ce soit les DT ou le directeur général de l'ARS, qu'ils avaient au bout du fil, en direct, dès qu'il y avait besoin. Et je crois qu'il y avait une... Donc voilà. Donc, je vous fais l'état de ma connaissance et de mon expérience, mais il faut aussi le dire parce que, voilà. Moi, je peux témoigner que dans les Hauts-de-France, c'est pareil. Il y a eu vraiment un rapprochement ARS, préfet et préfet de département et élus, maires et parlementaires. Et toutes les semaines, on avait des... Donc franchement, il faut rendre hommage parfois quand les choses fonctionnent de cette manière, quoi. Préconisation, enfin une des réflexions qui est lancée, c'est est-ce qu'on doit aller jusqu'au fait qu'il y ait des élus qui rentrent dans des conseils d'administration des ARS, des élus départementaux et régionaux, ça fait partie des... Monsieur Vigier me demandait tout à l'heure un certain nombre de choses, et si j'avais écrit, non, je n'ai pas écrit bien évidemment, par contre nous avons écrit les directeurs d'ARS nourris de tout ceci, et on entend, les ARS sont une structure jeune qui a 10 ans, et qui apprend et qui évolue en permanence, elle ne cesse pas d'évoluer, et elle a encore évolué grâce ou à cause de cette crise. Et donc, nous avons des propositions que nous avons faites d'intégrer beaucoup mieux les élus à nos côtés, j'allais dire, sous le mode d'un conseil d'administration et non plus d'un conseil de surveillance. Nous avons fait remonter cette demande-là, qui inclurait aussi, après, c'est un peu de la composition administrative à faire, mais qui composerait chaque président de CD, notamment aussi. Voilà. Donc c'est un sens. On a bien entendu cette idée-là, et puis on a vu combien ce travail était important, et notamment sur le fond des sujets, pour l'apport de chacun, et c'était très complémentaire. Et vous parliez des masques, Madame la Présidente. Oui, un certain nombre de collectivités territoriales ont commandé des masques, ont eu des masques aussi par des jumelages qui existaient. Lyon était jumelé avec une ville chinoise, et par des circuits qu'on arrivait à voir, des masques arrivaient. Et je peux témoigner que c'était extrêmement précieux pour arriver à assurer une complémentation pour l'ensemble des structures. Ceci étant, nous avons eu beaucoup de difficultés globalement sur les stocks de masques, sur la tension qu'il y avait pour acquérir des masques pour en avoir, mais je crois que si la tension a été forte, dans les établissements de santé, peut-être un peu moins dans les secteurs médico-sociaux encore, faut voir, je ne crois pas qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, il y ait eu des structures qui soient réellement à zéro un jour de masques. Je ne crois pas. Ce qui n'empêche qu'il y avait une tension très forte. C'est peut-être plus pour la ville que nous avons eu plus de difficultés. Mais ça, c'est peut-être une question d'approvisionnement dans un autre cadre dont j'ai parlé. Je crois avoir à peu près répondu à ce que vous me posiez comme question. Alors, Monsieur Brozic, voulez-vous demander une précision? Oui, effectivement, alors d'abord, je vais aller dans votre sens, dans le sens où effectivement il y a eu une bonne communication entre l'ARS et les élus en Auvergne-Rhône-Alpes. Je peux en témoigner, y compris justement sur les problématiques de la ville, et je crois qu'on peut les attribuer peut-être à des problématiques de logistique. Pour rebondir sur ce que disait Madame la Présidente, c'est vrai qu'on a quand même assisté à parfois des problématiques d'arrivée, de commandes de masques dues à des commandes locales, avec des problématiques aux douanes en particulier. Je sais que les douanes ont été beaucoup sollicitées pour des problématiques de normes de masques commandés en marge du circuit étatique. Et on parlait là à l'instant
des conseils d'administration des ARS, mais des conseils d'administration de surveillance dans les hôpitaux, dans les EHPAD, qui sont dans lesquels siègent des élus locaux. Et effectivement, la question, c'est est-ce que ces élus locaux n'ont-ils pas eu assez de pouvoir, puisqu'on a eu une course un petit peu à la demande de masques à un moment donné, où certains élus locaux se sont émus du fait que l'État n'avait pas apporté assez de masques au bon moment, alors même qu'ils avaient donc des responsabilités dans ces conseils d'administration ou de surveillance, sur lesquels ils pouvaient donc entraîner une commande de masques dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Donc peut-être n'ont-ils pas assez de pouvoir, faut-il encore augmenter le pouvoir de ces élus qui étaient préoccupés à l'avance par le manque de masques manifestement. Oui, il y a 2 points. Il y a d'abord, c'est les établissements qui gèrent pour leur propre compte, ceci étant, se pose la question effectivement comme la proposition que nous avons faite de passer d'un conseil de surveillance de l'ARS à un conseil d'administration. Peut-être faut-il se reposer la question dans les établissements de santé, effectivement, du conseil de surveillance, du conseil d'administration, qui était un vieux débat qui a été tranché il y a quelques années, sur les initiatives des différentes collectivités, parce que tout le monde a essayé de commander par ces circuits pour avoir... il y a eu là aussi, je peux en témoigner, avec le préfet de région et les préfets en général et leurs services, une bonne coordination pour justement faire en sorte que dans les douanes, il y ait un travail de façon à ce que les masques finissent par arriver dans le cadre de la réquisition. Et il y avait un sujet à un moment donné qu'on a réussi à transformer de façon à ce que les masques de la ville de Canton puissent venir à la ville de Lyon, parce que c'était adressé à la ville de Lyon dans le cadre du partenariat du jumelage. Voilà. Donc il y a eu un travail assez étroit avec les services de la préfecture et du préfet de région lui-même, et je redis encore combien ce travail en commun a été vraiment formidable dans un contexte qui était, ou qui est toujours, mais beaucoup moins, mais qui était très 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 tendu à l'époque. Monsieur le rapporteur. Oui, quelques questions complémentaires en vous remerciant en termes de cette audition. D'abord, vous avez travaillé avec les Prus. Les Prus a été englobé ultérieurement dans Santé publique France. Est-ce que ça vous paraît une réforme qui a été préjudiciable à la capacité de cet établissement public, qui était une administration resserrée de missions et qui a vu ses missions un peu augmenter fortement et donc peut-être un peu diluées? Est-ce que justement, sur cette réactivité nécessaire, sur cette capacité à aller chercher les commandes, les masques en période de crise, d'anticiper, est-ce que la structure plus grande a été un avantage ou un inconvénient, Ensuite, je reviendrai sur cette question parce que je crois vous nous avez bien éclairé sur les stocks stratégiques, et on peut relever que lorsque vous étiez en responsabilité, ces stocks étaient bien tenus, où la maison était bien tenue et que vous avez anticipé les choses, et on était à ce niveau qui était recommandé par le Haut Conseil de santé publique, et c'est finalement la dernière période où ce stock de 1 milliard, même beaucoup plus, était garanti. Mais j'ai aujourd'hui ce sentiment d'impréparation, et ça plus en tant qu'acteur de terrain, par rapport à ce qui s'est passé dans les établissements médico-sociaux et dans les établissements hospitaliers. Alors, naturellement, vous avez très longuement et de façon très claire expliqué que cela relevait de la responsabilité de ces établissements. Bon, on a vu que ça n'a pas marché, que ce soit dans les établissements, les EHPAD, qu'ils soient publics ou privés, ce qui est encore peut-être plus étonnant, parce que avec des grands groupes qui auraient dû être particulièrement réactifs à disposer de ces stocks d'équipements de protection, et au-delà des masques, de divers équipements, les gels hydroalcooliques, les surblouses. Bon.
Et on a vu des conséquences très graves dans ces établissements. On l'a vu aussi pour les établissements hospitaliers. Hein, donc, quelle réforme demain? Parce que là, c'est manifestement, et le débat n'est pas de savoir, bon, ça n'a pas marché, on verra peut-être la faute à qui, mais c'est un échec collectif. Ça n'a pas marché. Ces établissements n'avaient pas les équipements. Est-ce du fait qu'ils n'ont pas pu bénéficier d'un stock plus global, d'une centralisation plus efficace, d'une répartition plus efficace? Voilà. Quelle proposition, en tant qu'expert reconnu que vous êtes, on pourrait dégager pour dire demain, si la deuxième vague que ce matin le professeur Delfrécy semblait redouter, avec des mots assez clairs, intervient au mois d'octobre, comment ces établissements se dotent? Est-ce qu'ils ont la capacité chacun à faire des commandes? Est-ce qu'on recentralise au moins au niveau public ces commandes? Et quelle est la stratégie pour qu'on ne se retrouve pas un jour à nouveau autant dépourvu moi, je l'ai vécu en tant qu'ancien président du département, toujours conseiller départemental, où le département des Alpes-Maritimes disposait de 800 000 masques qui dataient d'avant 2009 et qui, pour la plupart, dans un premier temps, avaient été jugés inutilisables, et puis dans un second temps, a été jugés par votre délégué territorial valide, qui ont été distribués aux EHPAD et qui ont été donnés pour une partie au CHU de Nice. Bon, comment demain on est plus efficace, quoi. Merci, monsieur le rapporteur. Juste sur le plan, je n'ai pas de... Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas d'avis sur le fait que les Prusses soient entrés dans la NSP par rapport à avant. Je n'ai pas suffisamment vécu de situations délicates pour pouvoir le constater. Je pense que ce qu'il faut par contre, c'est que, et je crois que c'est le cas, c'est que les missions initialement de les Prusses se soient retrouvées intégralement et faites de la même façon au sein de la NSP, quelle que soit l'enveloppe qui entoure ces missions. Je pense que c'est le sujet. Et je n'ai pas d'avis ou d'éléments pour vous dire quoi que ce soit sur ce changement de cadre qui est survenu, je crois, en 2016. J'étais en région, je peux pas vous donner d'avis vraiment là-dessus. Par contre, sur les éléments dans le cadre de votre intervention qu'il y aurait à réfléchir. Je pense que qualitativement et quantitativement, ou qualitativement et structurellement, je pense qu'il y a quelque chose que nous avons tous collectivement découvert en focalisant sur les masques, c'est que finalement les masques, c'était une chose, mais les équipements de protection, les blouses, les surblouses, les charlottes, un certain nombre de choses, et ont été un des sujets pour les personnels, dans les EHPAD en particulier, mais pas seulement, et où on est revenu dans certains hôpitaux, vous savez, aux tissus à l'époque qui ont été... voilà. Oui, ou bien des sacs poubelles, comme vous dites, ou des organisations. Et ces stocks, enfin ces dispositifs n'étaient pas, quoi qu'il arrive, dans les stocks nationaux, dans les stocks stratégiques. Absolument pas. Les masques, oui, mais les stocks, les EPI. Je pense que là, il y a une réflexion à voir à travers ce qu'on a vécu sur, après la manière, mais en tout cas, faire un sort particulier à ces équipements dont on ne parle jamais, mais qu'on s'est aperçu que c'était fondamental. Plus structurellement, je me permets, mais mon grand âge me permet et puis je suis sous serment, mais je pense qu'il ne faudra pas attendre trop longtemps, au-delà d'une deuxième vague, pour revoir le circuit de distribution, voir les stocks, la nature des stocks, de revoir ça. Je ne pense pas que ce soit un travail considérable. Pas un travail considérable, c'est un travail, à mon avis, d'assemblier et de régénérer cette doctrine sur un mode plus moderne, j'allais dire, ou plus adapté, parce que tous ces dispositifs, je me permets de le dire quand même, une crise de cette envergure-là, heureusement, on la voit très rarement. Mais c'est qu'entre les crises, tant qu'il n'y a pas de crise, c'est vrai aussi pour le dispositif. Je reviens à mon propos introductif.
c'est que, souvenons-nous de 2011, enfin 2010, où, à la suite de H1N1, quand même, le pays, par ses représentants, ou en tous les cas, trouvait qu'on en avait fait beaucoup et que tout ceci méritait peut-être réflexion de continuer à entasser. Et il y a quand même, je pense qu'il faut qu'on fasse ça, qu'on ait cette réflexion à l'aune de ce qu'on vient de vivre, mais de façon moderne, adaptée, structurée. Et puis qu'on sache revoir nos procédures de façon plus claire et plus simple. Voilà les choses que j'aurais à dire tout de suite. Je pense qu'il y aura d'autres réflexions qui viendront. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on attende. Je pense qu'à la rentrée, il faut qu'on se plonge sur ça et ne pas laisser quelque chose trop tourner et puis revoir nos procédures. Parce que ce qui était bon à une époque, tant qu'on ne l'utilise pas, après, ça va. Et puis c'est à l'aune, malheureusement, de ces... Donc il faut rester vigilant. Et dernier point, peut-être, si je peux me permettre, c'est il faut sûrement que tous les ans, lors de la discussion du PLFSS, l'état des stocks soit affiché. Vous venez d'entendre Jean-Yves Graal, ancien directeur général de la santé. Il est revenu sur les difficultés à évaluer les besoins en masques notamment. Cette audition ainsi que toutes celles de la commission d'enquête sont à retrouver tout l'été sur LCP et sur notre site internet lcp.fr.